Eugène. Oh, Eugène. Eugène. Ouh là là. Bonjour, je suis encore Jean-Charles Lefebvre. J'étais venu chez vous en décembre voir un numéro consacré à Louis Ringenbach, un ancien salarié de chez Peugeot. Cette fois-ci, Eugène, télévision locale internationale, est parti en Suède. Après Tintin au Congo, Tintin chez les Picaros, Eugène en Suède, à la rencontre des salariés de chez Volvo. Ici, on fabrique Peugeot. En Suède, on fabrique des Volvo. Il y a comme ici des gens qui vivent autour d'une usine à Göteborg et qui fabriquent des voitures. C'est ce que Eugène a voulu découvrir en partant avec quelques Montbéliardais, rencontrer des gens qui travaillent chez Volvo, des ouvriers, des ingénieurs, d'anciens salariés de chez Volvo qui ont vécu, qui vivent toujours autour de chez Volvo et qui nous expliquent un petit peu ce qu'ils pensent de l'usine, ce qu'ils pensent de leurs conditions de travail et comment ils vivent. Dans ce que vous allez peut-être voir des rapprochements, des similitudes, au contraire des choses très très différentes de ce qui se vit ici autour de chez Peugeot. Alors si vous avez envie de donner vos impressions, vos émotions, si vous avez envie de réagir, un numéro de téléphone, le 80 30 90 30, et à ce moment-là, Eugène peut venir vous rencontrer pour voir avec vous ce que vous pensez de ces gens qui travaillent chez Volvo. J'ai commencé le 1er août 1973. C'est ma 20e année maintenant. C'était pendant l'été, ouais. Et j'ai commencé comme tout le monde, dès le début à la chaîne, en tant que travailleur, opérateur, montage. J'ai passé 3 ou 4 ans au montage, après je suis passé à l'Audi. En premier lieu, c'était côté mécanique. Après, c'était de l'électricité. Je fais contrôle et réparation si c'est nécessaire. Puis j'étais ce qu'on appelle sur chaîne instructeur. C'est que je m'en occupe de l'équipe. En même temps, je suis le suppléant de l'agent de maîtrise. J'ai passé quelques années sur ce poste-là. Puis je suis devenu moi-même agent de maîtrise. Depuis ce jour-là, jusqu'à maintenant, je suis agent de maîtrise. Actuellement, j'ai les ateliers qu'on appelle les ateliers des portes. On fait le montage des portes en dehors de la chaîne. J'avais fait des études techniques en Tchécoslovaquie, à Prague. Après, c'était prévu que je rentre au pays, alors je ne sais pas pourquoi je suis resté là. Je suis venu pendant les années d'études, je suis venu maintes fois en Suède pour travailler l'été, pour s'ouvrir moi-même, Alors je suis venu en Suède, ça m'a plu, alors je suis resté, J'ai demandé du travail chez Volvo, et puis d'ailleurs c'était ici, chantier naval, pour les bateaux. J'ai eu les 2 postes, mais j'ai choisi Volvo. J'ai préféré Volvo dans le temps. Pourquoi? C'était, point de vue des études, ce que j'avais fait, pour construction mécanique, j'avais fait, alors c'était, de préférence pour moi, c'était les voitures que les bateaux, La première fois que j'ai rencontré Volvo, c'était que quand je suis venu ici en ITC, alors j'ai vu en circulation, il n'y a que Volvo, presque 60-70%, les voitures ont été Volvo. Alors maintenant, c'était la 140 et la PV, les vraies voitures, Alors là, j'ai appris que ça existe Volvo. Et d'ailleurs, j'ai même travaillé un été. Ils ont eu des baraques en dehors de Volvo, là où les travailleurs, ils ont été abrités. Alors je me suis occupé de nettoyage, mais j'ai travaillé en tant qu'étudiant seulement. Alors après, j'ai quitté pour Prague de nouveau.
Mais quand j'ai décidé de venir ici, alors je suis venu. J'ai fait un cours de 3 mois et demi après pour suédois. Et après, ils m'ont dit, voilà, maintenant tu parles suédois, tu peux commencer à travailler. Alors j'ai posé ma demande chez Volvo. Ils m'ont donné du boulot. Après 2 semaines d'attente, quoi, j'ai eu la réponse. J'ai commencé directement alors chez Volvo. Généralement, je suis de bonne heure. En entreprise, je suis prêt à 6 heures. Je commence un peu plus tôt qu'eux. S'il y a des préparations à faire, alors je fais les préparations, quoi. Surtout que le matin, on commence directement, quand on commence 6h30, on doit directement au travail. C'est qu'on commence avec une petite réunion de 6 minutes. C'est chaque service, chaque équipe fait ça. Alors on commence, alors je dois préparer un peu qu'est-ce qu'on va parler. Généralement, on parle du journée d'avant, qu'est-ce qu'on a fait, qualité, quantité. Alors je dois préparer un peu qu'est-ce que... Il y a un tableau, chaque agent de maîtrise a son tableau, information visuelle, quoi. Alors on est là, tout autour du tableau, on discute. Les buts, est-ce qu'on est en dessous du but, en dessus du but, qu'est-ce qu'on a fait de bien, de mauvais, etc. Qu'est-ce qu'il y a de problèmes à discuter. Alors. Premièrement, ils travaillent en groupe, ils sont un groupe de 8, et puis ils travaillent pour lui-même. Et même, là, on a aussi un petit aide, c'est que le système de salaire qui est individuel aussi. Chaque opérateur il a son salaire à lui. C'est moi qui leur donne les points nécessaires pour qu'ils reçoivent ce salaire-là. Je fais ça 2 fois par an. Et puis, l'engagement, comme je vous ai dit, surtout ces derniers temps-là, alors on veut qu'ils s'engagent encore plus même. On l'engage en faisant qu'eux-mêmes, ils s'en occupent s'il y a des problèmes, point de vue qualité, point de vue problème, s'ils pensent point de vue construction, si le constructeur a fait un petit défaut là sur certaines pièces, alors eux-mêmes, ils vont s'en occuper de ces problèmes-là. Moi, je suis là seulement pour les aider. Quel chemin doit prendre, s'ils ont besoin d'un contact, par exemple, avec certaines personnes, du qualité ou bien du service technique ou bien du construction, alors je leur aide de faire ce contact-là, mais c'est eux-mêmes qui vont s'occuper de ces problèmes. Ça a changé beaucoup. Je me rappelle le jour où j'étais embauché, quoi. D'ailleurs, je ne l'oublie jamais. En rentrant là dans la halle de montage, en me représentant au chef que je vais travailler avec, c'était sur chaîne. Alors, je trouvais que c'était une forêt, quoi, une forêt vierge. Je suis parti pour manger, pour retourner, alors je me suis perdu. Pendant qu'aujourd'hui, c'est un autre milieu qu'on travaille là-dedans. Alors, votre journée commence à 6h30, termine à 15h30 15h30, oui. Qu'est-ce qu'on fait après? Après, c'est la famille, quoi, la maison. Vous habitez loin, pas loin? Non, j'habite en plein ville, quoi. 3 gosses à prendre soin, quoi, alors. Et on a le temps de faire des choses quand on sort à 15h30? On a le temps de faire des choses après? Qu'est-ce qu'on... Ah oui, j'ai des achats à faire, alors je fais mes achats. Ou bien je m'entraîne régulièrement 2 fois par semaine. Par exemple aujourd'hui, mardi et puis jeudi. Et c'est surtout ce dernier temps, c'est Volvo qui nous paye les entraînements. On a une possibilité aux travailleurs de s'entraîner pour le faire mettre en condition physique un peu meilleure, pour qu'ils ne soient pas fatigués le matin, pour qu'ils ne disent pas je suis fatigué à cause du travail. Alors ils leur ont payé pour une carte d'entraînement dans le centre qui appartient à Volvo, un centre sportif. Et ils choisissent eux-mêmes qu'est-ce qu'ils veulent s'entraîner, alors ils s'entraînent. Dans ce période de 9 mois, il y a 3 fois qu'ils font contrôle aussi. Contrôle point de vue état physique, même ils discutent avec nous la nourriture, on mange des choses utiles. Par exemple, demain, on a une petite réunion, les agents de maîtrise, on va parler de, comment on appelle ça en français, le stress. En français, on dit ça aussi, stress. Alors, il y aura un petit cours de 2 heures, quoi. Il va parler du stress. Vous discutez de ce qui se passe à l'usine avec votre famille? Oui, si c'est nécessaire. Pas souvent, mais surtout qu'elle travaille avec autre chose, tout différemment que mon boulot, quoi. Mais on discute de son boulot et mon boulot, oui, à la maison. Parce que ça arrive même qu'un de mes travailleurs, de mes opérateurs, me téléphone même à la maison, alors... Elle connaît même un peu les gens parce que des fois on sort ensemble
Avec mon équipe, on fait une petite fête. Ça arrive, ça. Ça arrive, oui. Je peux dire même un minimum de 6 fois par an, quoi. Mais il y a une fois là où c'est l'usine qui paye. Pas tout, mais dîner, quoi. On a une certaine somme d'argent qu'on peut utiliser pour... Et puis, il y a 5 ou 6 fois qu'on sort, là, on paye nous-mêmes. Et j'essaie toujours, eux, ils sortent encore plus que ça, mais moi, j'essaie de sortir le plus tôt, comment on dit ça, le plus souvent possible, quoi, avec eux. Qu'est-ce que c'est? Il y a des fois, ma femme, elle me accompagne aussi, alors elle connaît presque tout le monde qui travaille chez moi. C'est bien de voir comment ils sont en dehors de l'usine, quoi. Parce que là, dans tout, avec l'uniforme du travail, le voir en dehors déjà avec les vêtements civils, ça fait déjà quelque chose. Puis on voit comment ils sont. Et puis... Vous avez l'impression d'avoir eu de bons chefs, des gens qui étaient capables de vous aider? Ça diffère. Ça diffère toujours. On est des êtres humains et ça diffère entre moi et vous et lui. Alors, mais j'ai eu des bons chefs, j'ai eu des chefs que je trouve qui sont... Peut-être ils ont été bons pour des autres, mais pas pour moi. Mais les plupart que je travaille avec, je trouve que c'était bien passé. Comme je vous dis, surtout d'être non suédois, c'était un peu dur, quoi. J'étais obligé de faire encore un peu plus pour faire montrer de quoi je suis capable, quoi. Alors, parce qu'avec toute l'information que j'en ai, pour un Suédois, peut-être il n'a pas eu besoin de rester aussi longtemps que moi pour travailler sur Chine, pour avancer, quoi. On voit même, il y a les gens qui, quand on parle avec eux, par exemple, c'est pas comme avant, ils ont peur. Si Volvo, par exemple, ferme, si Volvo il diminue encore des travailleurs, comme ils ont fait ce dernier temps-là, alors peut-être c'est moi qui va partir. Alors, pour quelqu'un qui pense que si ça a une famille, alors il a besoin d'un salaire, alors bon, d'accord, il sort, il a le chômage, caisse chômage, mais jusqu'à quand? Alors, ça donne quand même des problèmes pour les gens. Alors, on parle beaucoup. On parle beaucoup, par exemple, de ce qui s'est passé à Uddevalla, ce qui va se passer à Kalmar aussi. Les gens pensent beaucoup à ça. Demain, peut-être c'est notre tour. Alors, on ne peut pas négliger ça. Quand on demande, quand tu es jeune, on demande à quelqu'un qu'est-ce que tu veux devenir. Je dis, je veux devenir un mécanicien. Je ne suis pas devenu mécanicien, mais je fais la production de la voiture, quoi. On s'est connus chez Volvo. C'était l'époque où ma femme était standardiste. J'ai été engagé comme standardiste au service de M. Gabrielson, le directeur. À l'époque, c'est le chef du personnel qui aurait dû m'engager. Mais là, c'est le directeur directement, car c'était trop important. Monsieur Gabrielson, le directeur, disait à chaque personne qui était engagée chez Volvo, vous devez accepter un salaire inférieur, car vous devez soutenir le fait qu'une entreprise automobile suédoise existe. Il m'a donc dit, je vous propose 100 couronnes. Je lui ai dit que j'en attendais un petit peu plus, au moins 150, et il m'a dit, on verra plus tard. Mon premier poste, quand je suis rentré chez Volvo, c'était un poste administratif. Je m'occupais donc de contrôle administratif, des achats. À cette époque-là, on avait construit une dizaine de voitures. Donc, moi, je m'occupais de la gestion du stock. Pour revenir à notre fierté de faire partie de cette équipe de chez Volvo, quand on se promenait en ville à Göteborg, on était très fiers de voir nos voitures, nos 10 voitures donc, qui roulaient, et on était fiers de faire partie de cette équipe qui avait construit ces voitures. À cette époque-là, on avait très peu de loisirs, donc on se voyait au niveau de l'entreprise, on était amis au sein de l'entreprise, donc on faisait du sport ensemble, on faisait nos loisirs ensemble, du théâtre avec l'entreprise. C'était une grande famille. L'évolution de l'entreprise Volvo a été de 1935 à 1939 pas très rapide. Volvo avait le projet de sortir une petite voiture
Mais la Seconde Guerre mondiale est arrivée et l'entreprise a été réquisitionnée pour fabriquer du matériel de guerre. La chance de Volvo, c'est que pendant la guerre, l'étude de la voiture PV 444 a été faite et qu'elle a pu sortir juste après la guerre. Et sans cette voiture, peut-être que Volvo n'existerait pas aujourd'hui. En tant que femme, je ne m'intéressais pas beaucoup à la voiture. Sauf parfois, quand on avait besoin de faire des photographies, alors là, il y avait toujours une femme qui posait à côté de la voiture. Et il y avait à cette époque-là, c'est vrai, la philosophie d'une petite entreprise familiale. Bon, maintenant, ce n'est plus pareil, il y a l'éclatement de l'entreprise avec d'un côté les camions, les bus, les avions. Et alors, il y a quelque chose de très important, c'est le comité d'établissement des cols blancs. Quand j'étais président, j'avais demandé une grande salle pour pouvoir réunir le personnel et avec ma femme, on organisait des cabarets, on faisait des spectacles et ma femme chantait. C'est vrai que nous sommes un vrai couple Volvo jusqu'à la moelle. Et on disait même que nos enfants buvaient du lait Volvo. Je pense que l'avenir pour Volvo, c'est avec Renault. Et je crois en la fusion pour ces deux sociétés. Le seul problème avec Volvo tout seul, c'est, je crois que c'est un constructeur trop grand pour un pays trop petit. Je suis instructeur, c'est-à-dire que je donne un certain nombre d'instructions en ligne. Je remplace également des gens et je travaille en fin de ligne pour faire un certain nombre de retouches. J'ai commencé comme cuisinière au départ et puis un jour j'en ai eu assez, donc j'ai cherché autre chose. Volvo, c'est un endroit où il y a du travail. Donc, quand on n'a pas autre chose à faire, on vient ici, on sait qu'il y a du travail et on sait de toute manière qu'on ne restera pas très longtemps. Travailler en ligne, c'est vrai que c'est fatigant psychiquement et physiquement. Bon, moi c'est vrai qu'en tant qu'instructrice, j'ai plus de chance car je travaille une semaine sur deux en ligne. Et bon, en plus en ce moment, il y a des augmentations de cadence, donc c'est dur. Nous sommes une équipe très soudée en ligne. D'ailleurs, on se voit très souvent en dehors du travail, on se reçoit chez les uns, chez les autres. Je crois qu'on est peut-être plus soudés sur cette ligne-là que sur les autres lignes. Le contact avec la hiérarchie passe très très bien. D'ailleurs, le chef d'équipe est très souvent avec nous, il sort avec nous pour nos loisirs. Également le chef du personnel. Il y a une compétition ici de bateaux, de Drakkar à rame. Donc on a constitué une équipe, il faut 24 personnes. Et le chef du personnel participe avec nous. Donc on a une très bonne relation avec lui aussi, notamment pour cette compétition Drakkar. Mes amis connaissent Volvo un petit peu à travers moi, mais c'est vrai qu'ils sont aussi ignorants que moi avant d'arriver à l'usine. J'imaginais une usine toute noire, pleine d'huile, avec une ligne en face de moi pour mettre des pièces. C'est vrai que je m'étais un petit peu trompé, quoi. Je voudrais éventuellement reprendre des études, mais bon, c'est vrai qu'avec le contexte actuel, c'est vraiment pas évident et je ne voudrais surtout pas me retrouver sans travail. C'est assez déprimant de voir ce qui se passe aujourd'hui, peut-être pas seulement chez Volvo, mais dans l'industrie en général. On est jeunes, des gens qui se trouvent au chômage, c'est vrai qu'il faut penser un peu à soi-même.
Moi, je suis satisfaite d'avoir un travail et je veux essayer d'aller encore un petit peu plus loin. Et tout le monde fait la même chose en fait. Notre première question quand nous sommes arrivés chez Volvo, c'était qu'est-ce que c'est une automobile? Et la réponse de tous, bien évidemment, c'était on sait. Et à une certaine époque, j'ai commencé à mettre du matériel de mesure dans le coffre pour savoir ce qui se passait. Et là, les gens ont commencé à se poser des questions. Larsson, le directeur, avait un tissu relationnel extraordinaire dans le monde entier. À cette époque-là, Volvo, c'était des composantes qui étaient achetées à droite, à gauche, dans le monde entier pour être assemblées. Il y avait les moteurs, les boîtes de vitesse, il n'y avait pas d'emboutissage, donc Volvo achetait des pièces tout embouties à une autre société. L'Amérique, c'était le pays de l'automobile. C'était les Américains à l'époque qui savaient faire de belles voitures. C'est pour ça que chaque fois que Volvo pouvait travailler avec une société américaine, on le faisait. On a même demandé à la société Eaton de fabriquer sous licence leur train arrière. Et c'est à partir de là que nous avons construit nos propres voitures. J'avais acquis un savoir-faire de par mon passé chez Saab Aviation, parce que la sécurité dans un avion, c'est assez important. Donc qu'est-ce qu'on faisait pour la sécurité pour un aviateur? On l'accrochait en haut et en bas, et je me suis dit on va faire la même chose pour la voiture. Et c'est comme ça qu'est née la ceinture de sécurité 3 points, donc à la fin des années 50. Et j'ai également débauché par la suite le responsable de la sécurité chez Saab pour venir travailler chez Volvo, et donc il a continué sur sa lancée pour Volvo. Och så fick han fortsätta med säkerhet. Så det förde vi med oss från Saab. Lite konstiga, men... À cette époque, l'informatique commençait tout doucement, et nous avons été les premiers à travailler sur le système informatique, pour savoir exactement ce qui se passait dans la voiture, pour essayer d'élaborer une connaissance, un dossier sur la voiture. J'ai un sentiment un peu curieux actuellement. J'ai fait partie du démarrage de quelque chose qui existe encore aujourd'hui et ça me fait un petit peu mal au cœur, ça me chatouille un petit peu les doigts de ne plus pouvoir transmettre mes idées, de ne pas pouvoir corriger ou rajouter quelque chose. Ça me fait un peu mal au cœur aujourd'hui. Il existe quelque chose au Japon qu'on pourra appeler un conseil de sages. Les anciens responsables restent toujours dans la société. Ils n'ont bien sûr pas de pouvoir direct, mais ils tiennent conseil. Ils ont 70, 80, 90 ans. Et ils donnent leur avis et ils ont des choses à dire. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait faire ici.
Quand on arrive chez Volvo, on nous met d'abord au montage, ensuite on est retoucheur, et puis ensuite on peut être au dépannage. Là actuellement je suis adjoint chef, et quand le chef d'équipe n'est pas là, c'est moi qui le remplace. J'arrive le matin, je pointe. Ensuite, je me rends sur le lieu de travail, on discute avec le chef de secteur et le chef d'équipe. Et on discute des projets de la semaine, on voit du nouveau personnel, s'il manque du personnel, il faut trouver des solutions. Et au fur et à mesure de la journée, moi je suis chargé de résoudre un certain nombre de problèmes que l'on peut rencontrer sur la ligne. J'ai commencé à travailler dans le commerce, mais le commerce en Suède paye très mal. Et comme Volvo paye bien, je suis venu travailler ici. La première fois que je suis venu ici, j'ai été très impressionné par la grandeur. C'est énorme par rapport à ce que j'avais connu avant. Ensuite, je suis venu sur le lieu de travail. J'ai été présenté à différentes personnes. On m'a montré les différents services, les différents lieux. Ça fait 5 ans que je suis au même endroit, mais il y a quand même eu des tâches différentes. Avec l'expérience, il y a eu des changements de poste. Mon travail, je suis en fait une sorte de super dépanneur. Ça veut dire simplement que je travaille parfois en ligne, parfois en retouche, ou alors en dehors de la ligne, et là c'est pour résoudre des problèmes. À cet endroit-là, on travaille sous la voiture. Mais ici, comme vous l'avez remarqué, la voiture est basculée. Ça nous permet de travailler debout. Et on travaille sur tout ce qui concerne le dessous de la voiture, les systèmes de freinage, le réservoir, etc. Chaque personne reçoit un salaire individuel. Ce n'est pas un salaire global pour le travail en ligne. Chacun est payé individuellement selon le travail et la qualité du travail fourni. Chaque personne a un tampon comme celui-ci avec l'équipe, le numéro de l'équipe, et quand on a fini le travail, on tamponne et ça permet d'évaluer le travail de chacun. Si on arrive à avoir une bonne production, il y a des possibilités de changer de poste. Au début, on venait ici simplement pour travailler, mais comme on voit qu'il y a des possibilités d'évoluer, alors on fait d'autres efforts dans un autre sens vis-à-vis de l'entreprise. Je crois que maintenant, les gens restent plus longtemps, de plus en plus dans l'entreprise. La plupart des gens que je connais sont là depuis un minimum de 3 années. Il existe ici un système de suggestion quand on a des idées pour faire changer ou faire évoluer les choses. Et donc aujourd'hui, suite à une suggestion, j'ai touché 71 000 francs. Je me plais bien dans l'entreprise, je pense à la journée, c'est pas ennuyeux, je sais qu'ici il va toujours se passer quelque chose. Je suis assis entre 2 chaises de par mon poste, parce qu'il y a un petit peu de langage, il y a le langage que j'ai avec mes camarades et le langage que j'ai avec les supérieurs hiérarchiques. Mais bon, il y a toujours des solutions et ça se passe bien. C'est vrai qu'il y a toujours des petits risques. Je parle assez souvent du travail avec des amis. J'ai des amis qui travaillent ici, pas forcément dans les mêmes secteurs chez Volvo. Donc c'est pour ça, on parle souvent de ce qui se passe dans l'entreprise. Au début, avant de travailler chez Volvo, on disait on va essayer de faire autre chose, de ne pas rentrer chez Volvo parce que tout le monde dans la région travaille chez Volvo. Donc quand je suis arrivé, j'étais un petit peu sceptique avant de rentrer, mais bon, depuis j'ai complètement changé d'attitude et je suis satisfait d'être là. Qu'est-ce que vous avez comme voiture? Une Peugeot.
Je suis venu en 1949 à Göteborg. Avant, j'habitais pas très loin d'ici. Mon fils était assez grand, donc je me suis dit que je pouvais faire un peu d'argent en travaillant chez Volvo. J'ai commencé à coudre les sièges de voiture en garniture. À cette époque, nous étions 10 couturières chez Volvo et il y avait également des femmes qui faisaient le même travail à domicile. On gagnait 2 couronnes par heure et certains hommes faisaient le même travail juste à côté de nous et ils gagnaient 4 couronnes. Le problème, c'est qu'on avait tellement l'habitude qu'on croyait que c'était normal. À cette époque, pour mettre en place de nouvelles méthodes de productivité, on est venu nous regarder travailler, les gens prenaient des notes, on n'était pas très contentes. Il y a même eu une bagarre dans l'atelier le jour, l'époque de la mise en place de ces nouvelles méthodes de productivité. En fait, c'était plutôt une bagarre syndicale entre sociodémocrates et communistes. Je me souviens, une fois, on a même fait un vote entre syndicats pour savoir qui allait porter le drapeau pour le 1er mai. En fait, les communistes étaient vraiment farouchement contre ces systèmes de calcul, de méthode, et ça a continué jusque dans les années 70. Dans les années 60, ensuite, nous avons obtenu le même salaire pour le même travail. Il y avait aussi toutes les semaines une sorte de loto. Chaque ouvrier donnait le nombre de voitures sorties dans la semaine et celui qui arrivait au chiffre juste gagnait 100 couronnes. Ça, c'était donc au début des années 50 et c'était beaucoup d'argent à l'époque. C'était organisé par l'entreprise et il y avait des représentants du comité d'établissement qui donnaient chaque semaine le résultat. Donc chaque samedi, on regardait le nombre exact de voitures qui étaient sorties dans la semaine. Ce que je sens, moi, maintenant, comme différence, c'est peut-être par rapport au respect qu'on avait vis-à-vis de nos supérieurs et de nos chefs d'équipe. On avait la possibilité de dire les choses. C'est certainement pour ça qu'on avait ce respect. Malgré les bagarres syndicales, il y avait quand même une très grande camaraderie. Quand j'ai commencé, on commençait à travailler à 7 h le matin et on terminait à 4 h l'après-midi. On avait une quinzaine de jours de vacances et par la suite, après les années 50, on a eu 3 semaines et le samedi et le dimanche. Il y avait quelque chose de particulier chez Volvo. Volvo vendait beaucoup de voitures en été, donc pendant l'été jusqu'en 1964, on travaillait et on travaillait également le samedi parce que c'est là que la société avait besoin de voitures. Au début, quand on arrivait dans l'atelier, on espérait avoir une voiture comme celle qui était fabriquée, mais à cette époque, ce n'était pas une voiture pour les ouvriers. Mais malgré tout, on a acheté notre première voiture en 1958. Notre première voiture, on en était très fiers. C'était la première voiture neuve qu'on avait et cela, on a pu l'acheter grâce à un système de rabais qui existait chez Volvo. Il y avait très peu de femmes dans les syndicats par rapport à la métallurgie et je me souviens certaines réunions où il y avait des empoignades entre les syndicats qui étaient très fortes. Déjà, à cette époque-là, il y avait une large partie du syndicalisme qui était consacrée aux loisirs et il y avait des représentants qui ne s'occupaient que de ça.
Il existait notamment une caisse d'aide pour les gens qui tombaient malades, car à cette époque-là, il n'y avait pas de sécurité sociale comme aujourd'hui. Donc le syndicat, avec cet argent, était en mesure d'aider les gens qui n'en avaient pas et qui pouvaient tomber malades. Je me souviens d'une amie couturière qui était divorcée et qui avait 3 enfants. Et un jour, elle était très malade, donc elle pensait ne pas pouvoir rester à la maison et venir travailler. Donc nous, avec le syndicat social-démocrate, nous avons trouvé une solution pour qu'elle reste à la maison grâce à cette caisse d'aide pour les gens malades. Så god kamratskap var det. Ja. En fait, l'idée, c'était de partir voir un petit peu si là-bas, on faisait des voitures de la même façon, si là-bas, on vivait les mêmes choses qu'on vivait ici, et si il y avait une notion de salarié de l'automobile, au même titre qu'il y a des salariés de la porcelaine, et si cette notion-là était la même, si les salariés de l'automobile de là-bas étaient les mêmes que ceux d'ici, vivaient les mêmes choses. Et en fait, ce qu'on a trouvé là-bas, c'est que finalement, il y a effectivement une notion de salarié de l'automobile, et que même s'il y a d'énormes différences, notamment dans les façons de vivre, dans le rapport à l'usine, on retrouve beaucoup de similitudes et on retrouve surtout cette espèce de passion, parce que la voiture, c'est pas des tuyaux. On fabrique pas des voitures comme on fabrique des tuyaux ou comme on fabrique des pièces de métal. C'est quelque chose de magique. Ça fait un siècle qu'en France et dans le monde, on rêve d'automobile. Et les salariés de l'automobile, c'est vraiment l'aristocratie, en fait, une certaine aristocratie de la classe ouvrière. C'est un petit peu ce qu'on voit là-bas. Alors, dans ces deux entreprises, il existe une culture automobile, c'est certain. On retrouve d'ailleurs des formes de paternalisme qui sont finalement très semblables, avec finalement une direction historique, c'est-à-dire les fondateurs, que ce soit les Peugeot, que ce soit Larsson et Gabrielson chez Volvo. On retrouve le même rapport en fait avec ces gens-là, la même personnification du pouvoir. Je crois qu'on retrouve effectivement cette notion de classe automobile, cette notion de gens de l'automobile, parce que quand on voit les gens de chez Volvo qui vous expliquent que quand ils ont commencé à travailler chez Volvo, c'était pas rien, quand ils étaient dans les rues de Göteborg, c'était la fierté. Je crois que les salariés de chez Peugeot des années 40-50, quand ils étaient dans la rue de Montbéliard, c'était la même chose. La Suède en général, la première déception, c'est que les Suédois sont très rares. Enfin, j'entends les Suédois, c'est-à-dire les grandes blondes qui font fantasmer beaucoup de personnes. La Suède en général, c'est un pays étonnant, où beaucoup de choses très étonnant pour des latins comme nous, parce qu'on retrouve il y a beaucoup d'interdits, c'est très réglementé, c'est très beau, c'est très beau. C'est une sorte de grand catalogue Ikea, avec des meubles Ikea, des maisons Ikea, et puis des paysages un petit peu style carte postale, ou plutôt carte de vœux pour l'hiver. Ok. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Bien, on se trouve ici à la pâtisserie Vergne, rue de Sloncourt, à Audincourt. C'est ici que tout est fabriqué pour les deux magasins, aussi bien Audincourt que Belfort. Belfort, ça fait 2 ans que c'est ouvert. Alors, si vous voulez bien, on va commencer la visite par là-bas. Ici, c'est tout ce qui est entremets, petits gâteaux. Tout est fait ici, entremets, petits gâteaux. Ici, c'est tout ce qui est four et traiteur. Nous avons plus de poulet de l'eau froide, s'il te plaît. Depuis combien de temps vous faites ce métier?
Malheureusement, ça fait, malheureusement et puis heureusement, ça fait depuis l'âge de 14 ans et demi. 14 ans et demi chez un patron, et puis l'apprentissage, 3 ans d'apprentissage, et ensuite il y a des périodes de jeune ouvrier, et un petit tour de France, quoi, comme ça se faisait à l'époque, comme ça se fait toujours maintenant. Et puis bon, ensuite, on est arrivé à Audincourt, il y a en 1964, au mois de septembre 64, on est arrivé à Audincourt. Et puis on est depuis 64, on est à Audincourt, rue de Seloncourt. On est arrivé ici, c'était un magasin avec une porte et puis 2 fenêtres de chaque côté. Voilà, et puis ma foi, maintenant, bon, c'est un petit peu plus grand, quoi. Et je travaillais avec un apprenti, puis j'avais le temps d'aller à la pêche. Puis maintenant, on est tout ce monde-là, puis j'ai plus le temps d'aller à la pêche. Pour revoir des choses nouvelles, des façons de faire, des nouvelles machines, de nouvelles pratiques. Bon, il n'y a pas de doute, on est obligé de se recycler tous les ans, 2 fois par an même, puisqu'on y va 2 fois par an. Plus des réunions régionales, plus des contacts avec des collègues de la France entière, même de l'Europe, puisque maintenant, dans notre association, on a des pâtissiers belges, luxembourgeois, allemands, suisses, espagnols et anglais. Mais la spécialité, c'est plutôt de très bien faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de sélectionner de très bons produits, puis d'avoir le matériel, les machines, les locaux, les températures pour très bien faire son travail. Et puis, je pense que la spécialité, c'est ça, c'est de bien faire son travail. Comme vous voyez, c'est quelque chose on ne peut plus artisanal. Tout est pris à la main 1, 2 fois, 3 fois, ensuite c'est emballé, ensuite c'est grand, les locaux sont grands, il y a du monde, mais ça reste du début à la fin de l'artisanal. Même si on a des machines, même si on a un grand four, ça reste, on ne peut pas faire autrement. Ça, c'est de la nougatine noix qui va nous servir à la confection d'un entremets qui s'appelle l'Ambre, qui avait été également choisi pour être l'entremets du 200e anniversaire. C'est une crème pâtissière chocolat et une crème pâtissière pralinée avec des noix caramélisées. Et c'est ces noix caramélisées qu'on est en train de faire. Il n'y a pas de farine qui vole partout. Hein, il y a le traiteur qui est juste à côté, les entremets sont pas loin, les glaces. Mais la farine reste ici parce que ça vole toujours. Hein. Il y a 3 grandes sortes de chocolat. Des ganaches, les pralinés, les pâtes d'amande. Tout ce qui est praliné, pâtes d'amande ont une durée de conservation, disons que 3 semaines, 1 mois, ça ne bouge pas. Daté, on sait où on en est, pour pas avoir de problème de stockage. Tout est thermosoudé. Et ça va pas passer à l'antenne. Mais si je vous ouvre une boîte là, l'odeur est concentrée. Ah oui, c'est quelque chose d'assez... Et on fait rien, je veux dire, c'est pas du sous-vide. Hein, parce que le sous-vide, personne ne le maîtrise très bien, donc c'est pas quelque chose qu'on a... Mais ça va peut-être pas passer à l'antenne, mais au niveau odeur, c'est assez intense. Ça, c'est des très vieux moules. Très vieux moules. Maintenant, on trouve plus que des moules en plexi comme ceci, mais qui sont jolis aussi. Mais disons qu'il y a des détails dans ces vieux moules. Là, on en a encore quelques-uns que mon père a récupéré quand il est venu s'installer ici. J'aurais une question là. Je vois notre spécialité, le petit comté. Alors c'est quoi? Eh bien, c'est le chocolat dont mon père vous a parlé tout à l'heure. C'est un chocolat qu'on a créé, qu'il a créé, parce que j'étais encore tout petit, qu'il a créé une vingtaine d'années. C'est le seul chocolat blanc qu'on fait, puisque bon, la mode est au noir et qu'il y a encore quelques adeptes du lait, fort heureusement, parce qu'ils ont bien raison, parce que c'est drôlement bon, chocolat lait, mais la mode est au noir, et le blanc plus tellement, et c'est la seule sorte qu'on maintient en chocolat blanc. C'est à l'intérieur une pâte d'amande Grand Marnier avec des petits morceaux d'écorce d'orange et de nougatine. Et bon, bah ça, c'est, si on peut dire, notre spécialité, même si en fait on n'a pas de spécialité. C'est notre façon de voir les choses, c'est ça notre spécialité. Du croissant à la pièce au dessert de mariage de 150-200 personnes, on se bat autant de l'un à l'autre. Un petit secret ou... Je vous dis, c'est tous les matins se dire que hier, ben, ça c'est fini, on n'en parle plus. Et ce matin, c'est une nouvelle journée, on recommence. En fait, c'est ça le truc. C'est dans la tête. On n'est pas des artistes, mais tous les matins, on a beau avoir fait le meilleur travail du monde la veille, mais le matin, on n'est rien. On n'est rien. C'est-à-dire que, moi, hier matin, j'ai brûlé un kouglof. Bon, mais la veille, ils étaient impeccables, les kouglof. Hein. Ils étaient bien. Hein. Les gens qui en ont mangé, ils étaient contents. Mais j'ai pas pu passer celui d'hier matin. Donc, tout ça pour vous dire que on n'est pas des artistes, mais tous les matins, on redémarre à zéro. On redémarre à zéro et on a tout approuvé. Alors, des fois, c'est pas toujours facile, mais enfin, c'est un peu le challenge, quoi. C'est ce qui fait que, comment dire, rester vivant.
Comme chaque semaine, Eugène vous propose des infos locales avec vos annonces, vos trocs, ce que vous nous avez fait parvenir. Voilà, c'est tout de suite. C'est bon là. Bonjour, les infos d'Eugène. Aujourd'hui, enfin cette semaine, c'est en direct différé de l'Unico à Hérimoncourt. C'est le dernier Unico avant la frontière suisse. C'est ça, Christophe, hein? Et alors, comme ça va bientôt être Pâques, eh ben, on s'est mis devant les œufs de Pâques. Je vous rassure tout de suite, Unico ne nous a pas payé pour qu'on fasse les infos locales de leur magasin. Mais on a pensé que, comme j'avais des courses à faire, eh ben, on pouvait en profiter de faire une pierre deux coups, mes courses et en même temps les infos locales. Ok, ben on va y aller alors. Alors, ça commence à Beaucourt le 18 avril. À la Maison pour tous, il y a un récital de chansons avec Maxime Piolo. Alors la location, c'est au 84 56 63 76. Il faut que je regarde ma liste de courses aussi. Alors, salade de tomates, foie de volaille ou steak, pain, café. À Montbéliard. Le bureau d'information jeunesse de Montbéliard organise un voyage en bus pour le printemps de Bourges du 23 au 24 avril. Renseignement 81 94 46 60. Je vous signale qu'il y aura No Sex qui est sélectionné pour la région. C'est un groupe de rock'n'roll. On vous a montré la semaine dernière des extraits. On vous les a présentés, on a fait un clip, il y a eu une interview au Mall. Le 16 avril, toujours à Montbéliard, à la salle de l'Office du tourisme de Montbéliard à 20h30, il y a la vie et l'œuvre du maître tibétain. Qu'est-ce que c'est que ça? La vie et l'œuvre du maître tibétain. De quel maître? Ah, c'est le Grand Lama, le maître tibétain? Organisé par Arcade et les renseignements, c'est au 81 32 08 38. Voilà, alors là, qu'est-ce que je dois aller acheter? Salade. Salut tout le monde, salut Eugène. C'est Christophe de l'association La Croisée des Arts à Seloncourt. Alors vous écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que l'association La Croisée des Arts, elle organise une soirée cabaret le 1er mai à Hérimoncourt, le 1er mai à Hérimoncourt à 20h30, et la soirée elle sera couplée d'un grand prix de la chanson. Alors si vous êtes auteur, interprète de langue française, vous envoyez vite une cassette de votre chanson au Studio 12 à Exincourt. Exincourt, c'est 17 rue des Mines. Et il y aura une sélection qui sera faite et vous serez appelé à passer donc le 1er mai à Hérimoncourt pour la soirée du Grand Prix de la chanson. C'est salle des fêtes à Hérimoncourt donc, le 1er mai à 20h30. Et la soirée, elle sera également, il y aura la participation égale de Roland B, Alain Manuel, Céline Ali, Jean-François Hernandez, Cassandre, Jenny, et Colette Rayot, Bernard Vinel, etc. Voilà. Vous avez du foie de volaille? Du foie de volaille, en libre-service, madame. Il est où? Il est dans le là-bas. D'accord, merci. Tu sais qu'est-ce qu'il paraît? Eh ben oui. Je vois passer à la télévision, alors. Bah, je sais pas si vous êtes dans le cadre. Alors le 17 avril, à l'Office du tourisme de Montbéliard, dédicace du livre de Jean-Pierre Bourquin, La citadelle de Montbéliard. Il sera accompagné de Diéchot, ça risque d'être sympathique. Voilà. 10,80 là, fumé. Il faut regarder aussi, parce que l'astuce, c'est pas de regarder seulement le prix, c'est la quantité. Le prix par rapport à la quantité. Genre là, c'est 10,80 francs pour... c'est 61 francs 71 le kilo. Ouais, c'est bien le moins cher. Voilà. Les petits lardons stémis. Alors, les 16, 17 et 18 avril, centre Hexagone à Montbéliard, il y a un stage Rire pleurer pour adultes organisé par les clowns de la Chiffogne. Alors, les renseignements, c'est au 81 90 24 24. Si vous avez envie d'apprendre à rire et à pleurer. Enfin, à pleurer, ça va. Enfin, chacun ses goûts. Alors, le 17 avril, au théâtre de Montbéliard, à 20h30, il y a de la danse, Maybe. Ça s'appelle Maybe, c'est un jeu de mots organisé par le CAP et les renseignements c'est au 81 91 37 11. Alors le 17 avril, salle Beaufils à Montbéliard à 14h30, il y a une conférence, cadre solaire et mesure de temps et les objets du musée historique. Alors je répète, cadre solaire au pluriel et mesure de temps et les objets du musée historique. Voilà. Alors c'est à 14h30 et c'est organisé par la société d'émulation. Nous sommes tout émulationnés à l'idée d'y aller. Voilà, alors maintenant, le café. Bien, je m'appelle Olivier Leu, je suis en 2e année à l'Institut Polytechnique de Sévenant, une école d'ingénieurs qui se trouve juste à côté de Belfort. Et l'association sportive des étudiants de Sévenant organise les 17, 18 et 19 avril prochains une manifestation sportive, une course pédestre entre l'université de Sévenant et l'université de Compiègne dans l'Oise. C'est-à-dire ça représente un petit parcours de 500 km et une vingtaine de coureurs vont se relayer par relais de 10 km pour parcourir cette distance en moins de 50 heures.
Donc le départ est prévu le 17 avril dans la cour de l'Institut Polytechnique de Sévenans à 10 h. Et on compte arriver, si tout va bien, à Compiègne le 19 avril, le lundi 19 avril à 12h30. Alors l'idée du raid est née, ça date de 1989, alors que l'Institut Polytechnique de Sévenans n'avait que 2 ans. Un professeur de l'université a lancé cette idée d'aller rejoindre les étudiants de Compiègne à pied, et il a été suivi par une dizaine d'étudiants. Donc ils sont partis comme ça, un peu à l'aventure, pendant un long week-end. Et la surprise, c'est que l'année d'après, donc en 90, les étudiants de Compiègne ont répondu au message, ont relevé le défi, et à leur tour sont venus rejoindre l'université de Sévenans. Et depuis, bon, c'est une manifestation qui était instaurée comme une manifestation sportive traditionnelle entre les deux écoles. Et bon, 93, c'est à notre tour de partir, et on sera là le 17 avril. Donc on a une quarantaine de personnes qui vont participer cette année au raid. Donc comme je le disais tout de suite, on a 24 coureurs et 18 personnes qui vont s'occuper de l'encadrement. Donc quand je dis encadrement, c'est tous les problèmes de sécurité, car bon, on va traverser 7 départements et 80 communes, plus de 80 communes. Donc on aura des véhicules avec des gyrophares, on aura un service de sécurité, un service de restauration pour tous les coureurs, un service médical pour soigner les petites entorses, les petites brûlures, les petites ampoules, tous les problèmes qu'on rencontrera sur la route. Bien, moi j'ai eu l'occasion de participer à une partie du raid l'année dernière. J'ai fait les 150 derniers kilomètres et c'est un souvenir formidable, surtout quand on court de nuit. C'est vraiment très joli, il y a cette ambiance, on est porté par tout le monde, et même si on n'est pas sportif, on a envie d'y arriver, et les 10 km on les fait. L'année dernière, je me rappelle en particulier le passage dans les Vosges. On avait passé 3 cols des Vosges et ils étaient enneigés. Et vraiment courir dans la neige comme ça de nuit, c'est un souvenir inoubliable. Surtout qu'on avait dû faire une dizaine de kilomètres supplémentaires car un des cols était inaccessible et on avait dû rechanger le parcours. Donc l'arrivée à Compiègne, bon, c'est le lundi 19 avril à 12h30. On espère que les étudiants de Compiègne seront là, qui seront à la hauteur de l'accueil qu'on leur a fait l'année dernière. Le lundi après-midi, on se reposera et le lundi soir, il y aura la traditionnelle fête étudiante pour remonter tout ça. Pour cette année, les villes d'Héricourt et de Montbéliard nous prêtent des véhicules, chacune un véhicule, ce qui nous aide énormément. Nous avons également le festival Rock des Eurocaines, le festival du territoire de Belfort, qui nous a financé pour les t-shirts qu'on portera durant toute l'épreuve. Accessoirement, on a toutes les collectivités locales du territoire de Belfort, de Haute-Saône, de Montbéliard qui nous aident en nous prêtant du matériel, nous prêtant des gyrophares, des gilets réflectorisants pour les coureurs quand ils courront de nuit, qui nous prêtent tout le matériel de sécurité. 6, 7, 8, 9, parce que la date de limite, c'est le 9. Janvier, février, mars... Non, avril. C'est un peu court, non? Devant le café, on présente le 17 avril, samedi piéton organisé par le Centre d'art et de plaisanterie. Les samedis piétons, c'est donc le centre d'art qui se trimballe dans la rue. Vous l'avez sûrement vu déjà. Ils font des gags. Souvent, c'est inattendu. Alors, soyez attentifs. Samedi, donc, à Montbéliard. Le 17 avril, toujours à Montbéliard, rue Gogel, il y a la braderie du Secours catholique. Renseignement 80 94 09 14. Les 17 et 18 avril, salle polyvalente de Montbéliard, non pas la salle, la halle polyvalente. Expo féline organisée par le Cercle félin de l'Est. Renseignement 89 39 87 44. Donc si vous aimez les chats, c'est le moment. Les lions et les panthères, évidemment. Bon, là, on avance. On va chercher les œufs. Mais je voudrais plus particulièrement vous parler d'un week-end moto qui aura lieu le samedi 1er et dimanche 2 mai. C'est un week-end organisé par l'association Carpet qui se tiendra à la salle polyvalente Gustave Kunz à Seloncourt. Il y aura exposition de Harley, Chopper, moto rétro et hors du commun. Différents stands, notamment un stand de tatouage et animations comme rodéo, burn-out. Voilà, alors un bon week-end en perspective. Les 17 et 18 avril, gymnase de la Lys et à Montbéliard, il y a un stage de gym volontaire, la communication motrice. Alors je n'en sais pas plus, mais si vous voulez en savoir plus, c'est au 81 91 27 37. À Exincourt, le 15 avril au CIPES à 18 h, il y a les conférences du CIPES comme d'habitude. Et là, c'est sur les espèces en voie de développement. Ne me demandez pas quelle espèce, je n'ai pas plus de renseignements. Vous téléphonez au CIPES et je n'ai pas le téléphone non plus. Voilà, c'est les infos de Gênes, il n'y a pas d'infos.
Ok. Alors, sinon, les 17 et 18 avril, à la salle polyvalente d'Exincourt, championnat interrégionaux de lutte Jeunes Espoirs, renseignement 81 32 06 12. Sochaux, le 15 avril à la Malse, à 20h45, il y a du théâtre, mort à la guerre en temps de paix, renseignement 81 94 16 34. Le 17 avril, match de foot à Sochaux-Nantes, au stage Bonal, renseignement 81 94 53 46. Là, il faut absolument y aller, hein. Match Sochaux-Nantes, pas rater ça. Sinon, jusqu'au 17 avril, à la MJC de Sochaux, expo Nicolas, chasseur de stars. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. À mon avis, c'est un photographe qui s'appelle Nicolas et qui va chasser les stars, non? Hein? Non, c'est pas l'ouverture de la chasse, mais c'est un chasseur d'images, je pense, qui traque les gens célèbres. Enfin, à Cannes, partout. Donc, pour avoir plus de renseignements sur cette expo Nicolas, chasseur de stars, eh bien, vous vous renseignez au 81 32 10 19. Alors, à Grand Charmont, le 17 avril, salle polyvalente de Grand Charmont, 20h30, concert de... Je vous empêche de passer, non? Concert de printemps de bandoléon. C'est quoi le bandoléon? Non, bandoléon, pas bandonéon. Elle s'est peut-être trompée, Gisèle. Alors, à Seloncourt, le 16 avril, la salle... Alors là, c'est la salle Kunstwiss. Oui. À Seloncourt, il y a un diaporama sur les orchidées, si vous aimez les fleurs. C'est organisé par... On dirait un gars, écoute, je suis sûre, elle m'a fait une blague. Par le SHNPM. J'hallucine. Ben voilà. Alors, organisé par le SHNPM, salle Kunstwiss. Hérimoncourt, le 17 avril à la salle polyvalente d'Hérimoncourt, à 15h, il y a un concours d'haltérophilie. Ça risque d'être marrant. Si vous êtes bien musclé, allez-y. C'est un challenge corporatif 3 golf. C'est quoi ça? Mais je comprends rien à ce que je lis. Renseignement 81 35 14 60. À Pont-de-Roide, le 16 avril, église Pont-de-Roide, à 20h30, il y a un concert vénitien organisé par l'ENM. Et les renseignements, c'est à 81 99 22 74. Alors, un concert vénitien, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que tu sais, Christophe? On ne sait pas grand-chose aux infos de Gênes et on ne vous en apprend pas non plus grand-chose, mais bon, au moins on vous donne des numéros de téléphone que vous pouvez appeler. Vous en saurez plus. Bon, on va peut-être... je vais prendre mes bières, hein. À Valentinier, le 16 avril, collège d'Étal à 20h30, jazz par le groupe Tradmark, organisé par la MJC. Renseignement 81 34 58 22. Les 17 et 18 avril, au centre Bellon à Valentinier, énergie, corps et aliments, organisé par Reliance. Qu'est-ce que c'est Reliance? Je n'en sais rien, évidemment. Les renseignements, c'est 81 34 63 64. À Héricourt, le 17 avril, gymnase du lycée d'Héricourt. À 20h30, il y a un concert de printemps de l'harmonie. Les renseignements, c'est 84 46 10 88. À Mandeur, le 17 avril, au centre polyvalent à 20h30, il y a un concert de l'harmonie. Les renseignements, c'est au 81 35 20 08. À Beaulieu, les 17 et 18 avril, place du 8 mai, donc en avril, place du 8 mai, il y a une fête foraine, on l'avait déjà annoncé. Les renseignements, c'est au 81 35 20 08. À Belfort, le 17 avril, Tour 41, rue Pompidou. Théâtre du Pilier, 20h30, lecture d'auteurs. Ah, quels auteurs? Je ne sais pas quels auteurs. Enfin, il y a lecture d'auteurs et les renseignements pour savoir les auteurs, 84 28 39 42. Je vais dire, Gisèle, les infos, elles sont vraiment pas complètes, hein. Le 17 avril, théâtre à la salle de la mairie, à Belfort, à 20h30. La pièce s'appelle Anjou et c'est le club Les Préjolis qui organise ça. Pour plus de renseignements, monsieur Martinato au 84 23 82 09. Les 17 et 18 avril, au centre Benoît Frachon, tournoi international épée pour dames, renseignements ASMB escrime, monsieur Haïdé, comment ça se prononce? Haïdé ou Edette, je m'excuse d'avance d'écorcher son nom, 84 54 60 10. À Belfort, au cinéma Alpha des Catras, il y a un festival Jacques Tati. Bon, je suis Daniel Bouetch, directeur des cinémas Alpha, et c'est donc les cinémas Alpha qui organisent ce cycle consacré à Jacques Tati, qui est un cycle qui est notre premier grand cycle de cinéma autour d'un cinéaste précis. D'autres de nos partenaires organisent également des cycles, comme Cinéma d'aujourd'hui qui organise un cycle sur Abbas Kiarostami et qui nous ont déjà fait découvrir d'autres cinéastes un petit peu plus méconnus. Le cycle commence avec le film le plus connu de Jacques Tati, et c'est d'ailleurs son premier film, c'est Jour de fête. C'est l'histoire d'un facteur un peu naïf, un peu benet, qui est prêt à rendre des services tout au long de sa tournée, et chaque fois les services se retournent un peu contre lui. Il y en a même des esprits mal intentionnés qui lui font croire qu'en Amérique, le courrier est distribué d'une manière exceptionnelle, en jetant les journaux et tout, et il essaye d'organiser sa tournée de cette façon-là.
On continue ensuite avec l'apparition de Monsieur Hulot dans le film Les vacances de Monsieur Hulot. C'est la première apparition à l'écran de ce personnage célèbre de Tati. C'est l'histoire d'un Français moyen, un peu naïf également, un peu rêveur, un peu lunaire, qui décide de partir en vacances dans une pension de famille. Alors on le voit tout au long du trajet dans sa petite auto qui est vraiment quelque chose de formidable. Le troisième film du cycle Tati, c'est Mon oncle. C'est un film en couleur, c'est l'apparition de la couleur dans le cinéma de Jacques Tati. C'est l'histoire d'un enfant qui vit dans une maison ultra moderne, mais voilà, la maison a beau être moderne, les jets d'eau pour se mettre en route tout seul, la porte s'ouvrir et le mobilier absolument fantastique, ça ne rend pas l'enfant heureux. Et il part avec son oncle, Monsieur Hulot, qui lui fait visiter la vieille ville et notamment une maison avec des escaliers absolument extraordinaires. On monte, on descend avant d'arriver à l'appartement. C'est quelque chose de génial. Et le dernier film, c'est le film le plus méconnu de Jacques Tati, c'est Playtime. C'est toujours Monsieur Hulot, cette fois-ci, qui fait découvrir la ville de Paris à des Américaines. Et bien sûr, comme c'est Monsieur Hulot, comme c'est quelqu'un d'étourdi, de lunaire, comme je l'ai déjà dit, il lui arrive toujours des aventures extraordinaires. Ce sont donc les 4 films du cycle Jacques Tati. À signaler également que l'abonnement pour ces 4 films-là est possible. 4 films pour 100 francs avec en plus donc un carnet de timbres offert par la Poste, des carnets de timbres de la série Jacques Tati qui honore donc les facteurs également. Alors Jacques Tati, c'est bon là? Jacques Tati est un personnage qui est né en 1907 dans la région parisienne et qui a disparu il y a déjà quelques années. C'est un monsieur qui a grandi dans le milieu du spectacle et son premier rôle d'ailleurs il s'est orienté d'abord vers le mime, ce qui explique peut-être que son cinéma était un cinéma essentiellement visuel puisque les paroles ne sont qu'accessoires dans le cinéma de Jacques Tati et ce sont beaucoup des gags visuels. C'est un cinéma qu'il faut voir, ce n'est pas un cinéma que l'on entend. À signaler également dans l'œuvre de Tati la présence de la musique et c'est vraiment un cinéaste qui a su donner une place importante à la musique dans ses films et a trouvé la bonne adéquation entre l'image et la musique. Parmi les films, donc dans ce cycle, il y aura seulement 4 films de Jacques Tati. Il m'a signalé qu'il a également fait un autre film qui s'appelle Parade, qui est dans les milieux du cirque. C'est un film qui est introuvable en salle, qu'on peut seulement trouver avec un peu de bonheur en vidéo. C'est un film qui a d'ailleurs été tourné au départ en vidéo. Également un autre film qui est absent de ce cycle, c'est Trafic, l'histoire de ce monsieur Hulot qui présente une voiture extraordinaire dans un salon automobile. C'est un film qui est visible mais qui est très connu et on n'a donc pas jugé utile de le présenter dans ce cycle-là, mais que les Belfortins se rassurent, on le verra peut-être un peu plus tard. Donc le cycle Tati s'étendra du mercredi 7 jusqu'au 20 avril inclus. Un abonnement est possible pour les 4 films, 100 francs, avec en prime un carnet de timbres offert par la Poste. Mais vous n'êtes absolument pas obligé de venir voir les 4 films. Si vous voulez venir en voir un seul, ce sera un petit peu plus cher pour vous, ce sera 38 francs. À signaler que vous pouvez obtenir également des renseignements en téléphonant au 84 21 64 31. Et là, on pourra vous donner tous les renseignements nécessaires pour suivre au maximum et au mieux ce cycle. Jusqu'à fin mai, au château de Belfort, il y a une expo, une vie de château, où Rougemont et ses fouilles. Moyenâgeuses, les fouilles. Renseignements 84 28 52 96. Alors, sinon, jusqu'à fin avril, à la galerie du Vieux Belfort, expo, huile et litho de Gaveau, c'est ouvert tous les jours, sauf le lundi matin et le dimanche matin. Et là, pas de téléphone pour plus de renseignements. Sinon, jusqu'au 30 avril, au piano-bar du Tonneau d'Or, expo des huiles de Gilbert Franchi, tous les jours à partir de 17 h. Et là non plus, pas de téléphone pour plus de renseignements. Voilà. Les infos du 12 au 18 avril, les infos de Gênes, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Vous aussi qui avez échangé un vieux sommier contre une 4L ou l'annonce d'un stage macramé à nous faire parvenir, n'hésitez pas, contactez Eugène au 80 30 90 30. Venez enregistrer vous-même votre annonce. Tout ça pour la semaine prochaine. Oh là 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 là! Oh, t'es beau!
carnaval, c'est un grand fête pour tout le monde. Dans la file électricien? Oui, qui n'a rien à voir avec le marquis. C'est ça la vie, hein. Je pense que la vie c'est quand même c'est sérieux et puis de temps en temps s'éclater comme ça. Et la dernière vote, le 4, le 19 et le 13, gagne Ok. une cocotte mini. Vas-y, on compte. Oui.
de ne pas t'emporter. Même en dormant, toujours sans printemps. Impossible, chérie, de ne pas. On est devant le truc. Oh là 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 là. Oh, t'es beau.